rucher le Mongeron, il est 10h30. Je viens de poster 2-3 colis de 38 tentes. Donc c'était du boulot hier, surtout on fait des petites mises à jour sur le contenu, donc ça fait des grosses discussions internes pour savoir comment on doit le faire. Mais enfin c'est fait. Et là je suis venu voir la tente que j'ai installée hier. J'avais plus de batterie hier, donc j'ai pas pu montrer en fait. Très rapidement j'ai eu des frelons capturés, donc j'étais plutôt impressionné, hein. J'ai mis la tente. En 5 minutes il y avait 4 frelons qui étaient captifs. On les voit là, ils sont morts. Donc la bonne nouvelle, donc il y avait 4 frelons hier, donc il y en a eu 2 ce matin là, plus un qui vient de se faire capturer parce qu'il bouge encore pas mal. On voit que là les abeilles ne sortent plus en une demi-journée, hein, en moins d'une journée. Là il y avait plein d'abeilles quand j'ai installé hier, il y avait plein d'abeilles qui passaient par le toit, c'est fini, il n'y en a plus. Elles ont trouvé la porte, c'est normal, elles s'habituent très vite. On voit que dans la boîte de capture il n'y a pas d'abeilles, elles s'échappent bien. Et la bonne nouvelle avec la nouvelle boîte de capture, c'est que les frelons meurent très vite dans la boîte en fait. Et je peux peut-être l'expliquer. Dans les bouteilles, le lendemain on trouvait des frelons, il suffisait de les libérer et ils repartaient, ils n'étaient pas morts. Et en fait il y a une explication possible, ça serait que dans les bouteilles, rapidement il n'y a plus beaucoup d'oxygène, et quand les frelons n'ont pas d'oxygène, ils se mettent automatiquement en mode léthargie, et en mode léthargie ils survivent en fait. Alors que là, le frelon peut respirer sans problème dans la boîte de capture qui est bien aérée, du coup il vole sans arrêt, il se déplace sans arrêt, et il finit par épuiser ses batteries. Alors c'était Quentin Rome qui m'avait expliqué ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme explication. Les frelons, en fait, ils ont une quantité d'énergie disponible dans leur corps. Et quand cette énergie tombe en dessous d'un seuil, eh ben, ils sont désactivés. Ils ne peuvent plus voler. Et ils sont foutus. Alors, je ne sais pas si ensuite ils peuvent se refaire une santé. C'est pas sûr parce qu'il faudrait qu'ils aillent rechercher de la nourriture et de l'énergie. Et cette énergie, ils vont plutôt la chercher auprès des larves. Donc ça explique pourquoi ils sont comme des jouets avec une certaine quantité d'énergie. Quand ils partent, il faut qu'ils reviennent à temps pour se refaire une santé. Donc là, c'est ce qui doit se passer. Les frelons volent sans arrêt, ils cherchent à s'enfuir du piège. Et au bout d'un moment, c'est fini pour eux, quoi. Et là, le lendemain, c'est super parce qu'on les voit morts. Donc pour le nettoyage des boîtes, ça va être facile en fait. Puis de venir le matin, et puis voilà, on ouvre la boîte et on sort les frelons morts. En plus, comme je le disais dans une autre vidéo, l'avantage des frelons par rapport aux abeilles, c'est que quand ils sèchent, ça sent pas mauvais. Alors que des abeilles mortes, c'est absolument infect. L'odeur est insupportable. Bon, il n'y a pas de frelons là devant. Je vais aller voir un peu sur d'autres ruches. Et puis probablement que je vais prendre mon courage à deux mains et installer une autre tente. Voilà le plan pour ce matin. Allez, petite pause, je vais chercher une tente et je vais la monter. Je vais observer aussi pour voir si je vois pas des frelons devant les ruches. Peut-être qu'il est un peu tôt pour eux, j'en sais rien. Là c'est vraiment très tranquille, hein. Pourtant il n'y a pas eu d'humidité, les abeilles sortent mais pas tellement, hein. C'est pas, apparemment, elles sortent pas si tôt que ça. Ouais, quand même un peu, mais par rapport en pleine journée quand elles sont à fond. Comme hier en fin d'après-midi, il y a des abeilles partout. Bon allez, pause, je vais chercher une tente et je la monte. Bon, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié la colonie que j'avais récupérée à Bonbon, au fief des Époisses. Je l'ai oubliée tout simplement, elle est là. Je pensais qu'avec la pluie, un frelon qui vient là. Je pensais qu'avec la pluie, elles allaient s'échapper, mais non, elles sont là. C'est pas une grosse colonie, elle est très jolie, hein. J'ai envie de la laisser comme ça parce que si le rayon est à l'envers, c'est une cata, hein. Mais bon, j'ai pas envie d'y toucher, c'est trop fragile. Je pense que je vais laisser cette boîte comme une ruche. Je vais juste la couvrir un petit peu mieux qu'avec le toit comme j'ai fait. Allez, pause. Petite vue d'ensemble des ruchers, magnifique, très vert. Ici j'ai ma tente au sol, je vais faire une petite vidéo de montage rapide, comme ça, hein, formel. Hier, au moment où j'avais terminé de travailler, il y a un gars qui est venu me rendre visite. Et puis j'ai pas fait gaffe, c'est un voisin qui habite à 2 rues là, à qui j'ai donné une ruche. Moi j'ai un problème, je reconnais pas les gens. Je suis vraiment pas du tout physionomiste, il me faut plusieurs rencontres avec les gens pour
pour réussir à me rappeler leur visage. Et du coup, on discute, je lui montre la tente et tout, et puis je finis par comprendre que c'est lui. Et puis je lui propose d'installer une tente, il avait l'air intéressé. Puis à la fin, je le trouvais un peu nonchalant, le gars. Je lui dis, bah écoutez, la tente, je vous la donne, vous allez la monter tout seul. Hein. Il n'était pas super d'accord, il dit, ouais, mais j'ai autre chose à faire. Ouais, bah mon gars, t'as autre chose à faire, mais... tu dois aussi t'occuper de tes abeilles. Hein. Hey, maintenant que t'as pris une ruche. Donc il est parti avec sa tente et il va me faire une vidéo sûrement, ça va être sympa. Il m'a dit qu'il avait quelques frelons qui pressuraient. Ah, c'est normal, on est à 2 rues, hein. On est vraiment tout près, donc c'est normal qu'il ait aussi des frelons. Allez, petite anecdote, donc je m'occupe du montage et je fais des petites vues de temps en temps. Allez. J'ai donc sorti la toile, les montants en fibre de verre qu'on croise au milieu de la tente, les protections de goussets qu'on met dans les 8 goussets. C'est parti. Alors je me fais la même réflexion qu'hier. Quand j'arrive, je ne vois pas de frelons, mais au bout d'un moment, j'observe un peu et en fait on en voit, ils arrivent. Par exemple, il y en a un là. Si on ne fait pas gaffe, on ne les voit pas. Hein. Voilà, il y a un frelon ici. Et si je mets la tente, il va se faire capturer et du coup je le verrai parce que dans la boîte, j'aurai 3-4 captures assez rapidement. Allez, je vais faire une pause, mais voilà, je donne une astuce. Donc j'ai mis les goussets, j'ai mis les protections de goussets, j'ai monté les montants sont là. Et je donne une astuce pour les mettre dans les goussets. On doit les croiser au centre, c'est pas super facile de viser. Donc l'astuce, c'est de les mettre complètement au hasard. On les met dans n'importe quel gousset en haut, en bas, et ensuite on peut les intervertir facilement pour obtenir un croisement au centre. Allez, je le fais. Voilà, je les ai mis au hasard, je regarde à l'intérieur, et je m'aperçois qu'il y en a un qui est pas bien placé, 2 qui sont pas bien placés, je vais les intervertir. C'est fait. J'ai croisé les montants tout en haut de la tente et j'ai mis l'attache en plastique pour la fixer. Maintenant, je vais mettre les tendeurs. Puisqu'on est dans les conseils, quand on n'a pas autant de tentes qu'on a de ruches, par exemple on a une tente pour 2 ruches, comment choisir les ruches sur lesquelles il faut mettre les tentes? Eh bien, il suffit d'observer. On observe et on voit que les frelons vont plutôt sur certaines ruches et pas du tout sur d'autres. Donc quand on a vu une ruche qui est la plus fréquentée, eh bien on l'a choisie en priorité pour la protéger. Si par la suite on voit que ça change, rien n'empêche de déplacer les tentes. Voilà un frelon qui vient de partir avec une abeille. Sale bête. Du coup, j'ai observé ici pour voir s'il y en a pas un qui se fait capturer. Allez, je retourne mettre les tendeurs. Je vais donner une astuce aussi pour les tendeurs. Je suis vraiment trop gentil hein, parce que c'est des trucs faciles. Hein. Les tendeurs, c'est comme ça ici. Des fois, on se trompe. On ne sait pas trop lequel il faut tirer. Mais c'est celui qui est le plus loin. Quand on le tient comme ça, c'est la boucle qui est tout au bout. C'est cette boucle-là qu'il faut sortir. Et là, le tendeur sera bien monté. Allez, j'y vais. Je le montre d'abord. Je montre que je sors. J'essaye hein, avec une main. Hop. J'attrape la boucle. Je la tire. J'essaye. Voilà, j'ai tiré la boucle et voilà. Et ça, ce tendeur sera bien mis. Il servira à quelque chose. Donc maintenant, j'attrape l'autre bout et je le mets derrière le montant et je fais une belle boucle. Je vous montre ça. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une boucle et je l'ai mis de chaque côté comme ça. Voilà. Je fais pareil avec les autres. C'est fait. Je vais passer au montage du toit. Mais voilà une nouvelle astuce qui peut être importante. Je ne crois pas l'avoir signalé, mais c'est une bonne idée. C'est de mettre sous la tente une bâche en plastique. Ça, dans le cas si on pose la tente sur un sol boueux, humide, ça va abîmer avec la friction en plus, l'humidité, la boue, ça va abîmer la tente. Donc c'est une très bonne idée de mettre une bâche comme ça, n'importe quoi en plastique. Ça protégera la tente et ça permettra de la garder beaucoup plus longtemps.
On n'a pas encore d'expérience pour savoir combien de temps peut durer, 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait strictement rien. Mais c'est sûr que si on la protège avec ce genre de bâche, un peu comme le fait qu'on ait mis des bouchons dans les goussets, ben, ça va énormément aider à les faire tenir longtemps. Pause. Alors moi j'ai fait le choix de mettre tout de suite la tente devant la ruche et de monter le toit dessus. En fait c'est parce que moi je suis souvent en contact des abeilles, j'ai pas trop peur de mettre devant les ruches. C'est ma façon de me faire connaître des abeilles. Plus souvent je suis devant les ruches et elles sont habituées à voir quelqu'un et du coup il n'y a pas d'accident, elles savent me contourner. Je sais qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui se mettent jamais dans leurs ruches, qui ont peur vraiment de leurs abeilles. Je trouve que c'est pas terrible, il ne faut pas avoir peur des abeilles, hein. Faut s'imposer en fait. Hein. Il faut être présent. Et les abeilles en tiennent compte, hein, elles s'adaptent énormément. Une fois qu'elles savent qu'il y a quelqu'un, ça ne les gêne pas du tout. Elles s'adaptent. Hein. Les abeilles sont là pour bosser et seulement bosser, hein, pas pour chasser les intrus. Donc, alors j'ai une autre anecdote à raconter. Il y avait une utilisatrice qui me disait que c'était compliqué de monter la boîte et tout. Je me disais mais comment ça c'est compliqué? Et au bout d'un moment j'ai compris que, elle me l'a dit, qu'elle montait la tente devant ses ruches et que ses abeilles étaient agressives. Et du coup elle avait ses gants, elle mettait les gants pour monter la boîte et tout. Ah, j'ai compris que là c'était pas commode. Donc effectivement si on a des abeilles qui sont pas tolérantes, il faut aller monter la tente un peu plus loin et puis la porter toute montée. On va pas monter la tente avec des gants quand même. Allez, voilà une anecdote de plus. Donc hier, je ne sais pas si je l'ai dit hier, ce matin j'ai reçu un message d'un utilisateur qui était un peu déçu parce qu'il a monté une première tente et ça n'a pas l'air de fonctionner. Les frelons chassaient devant la tente. Alors je l'ai rassuré tout de suite et je suis même venu faire cette vidéo pour lui montrer que la tente que j'ai installée hier capturait bien. Donc je lui ai suggéré de bien vérifier l'installation de sa boîte de capture. Il faut vraiment bien comprendre que, ça faut vraiment que je le répète plein de fois, il ne faut pas, c'est une règle absolue de survie de la tente. Quand des frelons montent en haut de la tente, ils ne doivent pas avoir une seconde chance. Ils doivent être absolument capturés et détruits. Si des frelons s'échappent, par exemple, dans des anciennes versions, au lieu de monter dans les boîtes de capture, ils se collaient au plafond et ils se mettaient en léthargie. S'ils font ça, au bout de quelques heures de léthargie, ou alors le soir, il y a un signal de retour au nid et ils quittent la tente. Et les frelons, ils apprennent vraiment très très vite. Par essai-erreur, c'est leur mode d'apprentissage, hein, comme tout le monde en fait. Et donc ces frelons, s'ils font ce petit circuit 2-3 fois, ils ne monteront plus en haut des tentes. Donc ils chasseront parfaitement bien devant les tentes. Donc voilà un frelon là, devant, c'est posé sur la ruche. Donc ces frelons qui auront appris à chasser en réalité, nous, apiculteurs ou apiphiles, on les verra chasser normalement devant les tentes et on se dira bon voilà, les frelons, il y a des frelons qui ne se font pas capturer ou ils ont appris, ils sont très malins, ils sont très intelligents. Ils ont appris à chasser et la tente ne sert plus à rien. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est un peu cruel pour nous parce que si on assiste à cette scène, on ne pourra absolument pas savoir l'historique de ces frelons. On ne pourra pas savoir si par hasard ce sont des frelons surdoués qui déjouent la tente d'emblée ou alors si ce sont des frelons qui ont appris. Donc attention, les boîtes de capture ou les bouteilles de capture doivent être très très soignées. Alors, si jamais on est dans cette situation, il n'y a vraiment aucun problème, c'est très facile à corriger. On voit que les abeilles s'accumulent là et qu'elles sont ralenties par la tente qu'elles doivent découvrir. C'est plutôt une bonne idée là de faire ce que je fais, même quitte à laisser une demi-journée, de laisser les abeilles s'habituer à monter, à tourner autour de la tente, à rentrer par le bon endroit et à s'échapper par le toit sans galérer à traverser le toit. Parce que très rapidement, on le voit sur l'autre tente là-bas, elles ne montent plus, hein. Elles apprennent très très vite à utiliser le bon chemin. Bon, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc, si jamais on a un certain nombre de frelons qui chassent très bien, c'est très facile. On prend la raquette, on les détruit. Et puis, pas de panique, pas d'inquiétude. Les prochains frelons ne seront pas aussi forts. Parce que si la boîte de capture est bien réglée, ces frelons n'auront pas le temps d'apprendre. Les frelons peuvent apprendre par essai-erreur, sauf que quand ils sont morts, ils ne peuvent pas apprendre. Donc, il n'y a aucun risque que des frelons s'adaptent à la tente
Et il ne faut pas aller croire que les frelons apprennent des autres frelons, ça n'existe pas, ça. C'est des insectes, hein, c'est pas des humains, ils ne peuvent pas apprendre à partir des autres. C'est pas des humains, c'est pas des oiseaux, c'est pas des chats, des chiens, c'est des insectes. Ils ne peuvent pas apprendre en regardant les autres. Ils apprennent seulement de leur propre expérience. Donc il n'y a pas de souci. Même si on est dans une situation où des frelons chassent trop bien, on les tue. On les tue, il y a quelques dizaines ou la vingtaine de frelons qui chassent bien. Et pour les suivants, c'est la case départ. On remet la pendule à zéro. J'adore cette image-là de lumière dans la tente. Et ça me permet de placer encore un autre commentaire. Pourquoi il y a des gens qui posent la question, mais pourquoi les frelons montent dans la tente et pourquoi ils n'en descendent pas? Bon, pour la deuxième, la réponse est facile. Les insectes, quand ils s'échappent, ils montent. Ils peuvent bien descendre un peu, mais rapidement, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils montent. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'échapper de la tente quand ils sont en haut. Mais attention, quand ils veulent partir, ils ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils vont vers le haut. Par contre, quand ils chassent, ils peuvent descendre de la tente sans aucun problème. Donc un frelon qui se serait endormi en haut de la tente, et à un moment donné il se réveille, il se met à chasser, il sortira de la tente très facilement, parce que c'est très facile pour lui de se balader dans la tente, hein, aucun souci. Le seul moment où il est foutu, c'est quand il veut s'échapper, parce que pour s'échapper, il va tout le temps vers le haut. Même quand il redescend de quelques dizaines de centimètres, au bout d'un moment, il repart vers le haut. Ensuite, il rencontre la boîte de capture définitive et c'est fini pour lui. Donc, un autre commentaire, le frelon qui est en bas de la tente et qui a capturé une abeille, en fait, lui, il veut partir. Il part dans n'importe quelle direction, il s'en fiche. Pour lui, il veut partir vers l'extérieur, vers l'espace ouvert et vers le haut et vers la lumière. En gros, il veut aller vers le ciel. Parce que ça vole mieux au-dessus des arbres qu'entre les arbres, au risque de se faire capturer lui-même par un oiseau ou je ne sais quoi. Donc, lui, il part dans n'importe quelle direction. Et il peut passer par la porte, on le voit de temps en temps, et là on se dit « Ah, il a pris une abeille ». Oui, sauf que la prochaine fois, il va partir au hasard vers le haut de la tente, et là il sera mort. Ça veut dire que moi j'estime qu'après 2 ou 3 passages, les chances de survie de frelons deviennent très très faibles. Il finit par faire une erreur. L'autre idée, c'est que la tente est très lumineuse. Donc si on se met à la place du frelon, qu'on est au niveau de la planche d'envol à peu près, qu'est-ce qu'on voit autour? À travers la porte, on voit du feuillage vert qui est plutôt sombre. Là, si je me mets là, ça c'est plutôt sombre. Par contre, si je me mets dans la tente et que je regarde vers le haut, hop, je me fais confiance parce que j'ai pas mis la tête dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir la tente qui est très lumineuse. Elle est blanche, elle reflète la lumière et donc elle est plus lumineuse que le bas et que la porte. Donc du coup, ça attire le frelon. Il se dit ah ben c'est par là la lumière. Et voilà pourquoi il n'a aucun problème à monter en haut de la tente. Pour lui, c'est un chemin très favorable. Voilà, petit commentaire sur la technologie de la tente anti-frelon. Technologie que j'aime bien décrire. Quelqu'un m'avait fait remarquer que c'était du low-tech, qui fonctionnait très bien, donc c'est un compliment. Et là, à force de regarder les détails, j'ai inventé un nouveau concept, c'est le high-low-tech. Voilà, pour rigoler. Donc je reprends mon montage. Maintenant, je vais superposer les 2 maillages bleus pour faire un toit. Je vais prendre des pincettes et je vais l'installer au-dessus de la tente. C'est parti. Voilà, j'ai superposé les 2 maillages bleus. La précision de la maille n'a pas beaucoup d'importance en fait. À tel point que bientôt, quand on trouvera du maillage vert en plastique, on le remplacera parce que ça fera qu'une seule couche. Ça sera plus facile à installer. Et par contre, il faut qu'on attende de trouver un bon prix, donc ça veut dire qu'il faut l'acheter en Chine, pas en Allemagne. En Allemagne, c'est un petit peu cher. Donc on remarque qu'il y a une espèce de tissage avec les attaches en plastique pour faire en sorte que les deux maillages restent bien plaqués l'un contre l'autre. Allez, je rajoute encore une attache et je vais l'installer sur le toit. Voilà, c'est installé. Très facilement. Alors j'ai utilisé des pincettes crocodile. Dans les prochains envois, on va mettre un mix de pincettes crocodile et de pincettes blanches. Les pincettes blanches serviront pour peaufiner l'étanchéité. Mais on voit que là c'est bien plat, c'est pas mal, hein, c'est fiable. Le fait que le toit soit semi-rigide, bien plat,
ça aide à poser la boîte de capture. Alors, il y a des personnes qui ont trouvé que les pincettes blanches, elles sautaient un peu. Ça peut très bien marcher, je comprends pas très bien. Mais bon, on va distribuer les pincettes là. Si les gens en veulent, il faut nous les réclamer. On va les distribuer à prix coûtant. Désolé, on ne peut pas financer les expéditions. Parce que shop to shop et mondial relais, finalement, ça coûte vachement cher pour des tout petits poids. Donc on ne peut pas l'offrir. Par contre, si des personnes veulent acheter des boîtes de capture supplémentaires, on en profitera pour mettre des pincettes dans les envois. Donc les pincettes sont vendues à prix coûtant ou offertes, je ne sais pas, un des deux ou pas loin. Et par contre les frais d'envoi, on ne peut pas les offrir. Donc là je vais compléter mon installation avec des pincettes blanches pour que ce soit bien étanche et bien joli. Et ensuite je vais découper une ouverture dans le toit. Et je vais passer au montage de la boîte de capture double. Une vue rapide, l'alternance des pincettes blanches et des pincettes crocodile, c'est très efficace et c'est très joli. Pause, je vais découper un rectangle sur le côté. Bon, et bien, pour découper un rectangle, il faut une paire de ciseaux que j'ai oublié, donc je ne vais pas le faire. Je vais passer tout de suite à la boîte de capture. Je vois déjà un frelon qui est devant la tente. Voilà, il est devant la tente. Alors le principe, c'est que bien entendu, le frelon chasse devant la tente. Il ne va pas rentrer dans la tente, il n'est pas fou. Donc il va chasser devant la tente pendant un petit moment. Et les frelons, ils sont toujours en train d'optimiser leur technique de chasse. Donc il va se rendre compte que c'est pas très commode d'attraper les abeilles au vol, surtout quand il est débutant. C'est difficile. Donc il va, pour améliorer sa technique, petit à petit, il va s'approcher de la ruche. Et en s'approchant de la ruche pour faire du vol stationnaire à la fin, il va se retrouver quasiment dans la tente. Et au bout d'un moment, il va peut-être voir une abeille, il va poursuivre une abeille, comme il fait souvent quand il ne maîtrise pas la technique. Et en la poursuivant, eh bien, il va peut-être monter de 10-20 cm dans la tente, et puis se retrouver finalement en haut de la tente. Il va taper le voile, il va paniquer, il va faire un petit geste réflexe, et il va se retrouver en haut de la tente, et ça sera terminé pour lui. Allez, il ne faudrait pas que je laisse trop longtemps la tente sans boîte de capture, parce que le frelon pourrait apprendre à traverser le maillage bleu. Et ça serait pas bon du tout. Donc je vais vite revenir avec une paire de ciseaux. Pause, je continue le montage de ma boîte. Bon, j'en ai déjà monté deux là. J'ai monté les boîtes là en mettant les picots. Je mets la deuxième et ensuite je pose le grillage vert dessus, le couvercle. Je ferai un commentaire sur le couvercle vert qu'on met sur les boîtes. Voilà, le couvercle couvrant est installé sur les deux boîtes. Malheureusement, le fait de ne pas avoir de paire de ciseaux, ça m'empêche de découper les clapets, ça m'empêche de découper la croix dans le couvercle. Du coup, je suis bloqué, quoi. Alors, le commentaire sur le couvercle. Dans les versions précédentes, c'est-à-dire des centaines de tentes distribuées, le couvercle n'était pas un couvercle couvrant. Et ce qui fait que quand on met une bouteille dessus et qu'on appuie un peu, c'était un peu béant. Et ça, c'est délicat à installer. C'est tout à fait possible, mais c'est délicat à installer. Donc, pour corriger ce défaut, on reconnaît que c'est un défaut, hein, on peut envoyer, les gens peuvent trouver du grillage vert sur Amazon s'ils ont envie, mais c'est un peu cher. Donc on leur propose de leur envoyer gratuitement, bien sûr. On peut malheureusement pas payer les frais de transport, c'est impossible. Donc ce qu'on propose, c'est de trouver une occasion quand certainement les gens vont acheter autre chose, d'autres tentes, puisqu'on a énormément de personnes qui ont acheté une tente et c'est évident que c'est pour tester et que si ça marche, ils en achèteront d'autres. Donc à cette occasion, ne pas hésiter à nous réclamer du grillage couvercle couvrant qui est quand même beaucoup plus commode à installer. On voit que là, c'est bien tiré, c'est bien au-dessus. Même si on met une bouteille dessus, ça ne pourra pas s'enfoncer, ça ne pourra pas se défaire, donc c'est vraiment mieux. Si pour les personnes qui vont acheter des boîtes de capture double, c'est-à-dire en fait un kit de boîtes de capture double, c'est-à-dire juste une deuxième boîte à mettre sur la première, évidemment on enverra les deux grillages automatiquement pour que l'installation soit la plus facile possible. Donc ne pas hésiter à nous contacter pour nous poser des questions si c'est pas super clair. Bon, c'est pareil,
on a déjà des personnes qui veulent commander des boîtes de capture double. Sur le site, il y a une boîte de capture qui est à 6 €. C'est évidemment pas ça qu'il faut acheter. Ça, c'est une boîte complète avec un toit semi-rigide. Ça, c'est pour les gens de l'année dernière qui n'avaient pas du tout de toit rigide. C'est complètement différent. La boîte de capture additionnelle, pour compléter et avoir une boîte de capture double, ça coûte beaucoup moins cher. Ça va coûter finalement 2,50 €. Et ça inclut des élastiques, 2 couvercles, je crois que c'est tout. Peut-être des pincettes aussi pour ceux qui n'en ont pas encore. En gros, l'idée c'est que cette offre, c'est pour complémenter des tentes déjà achetées, donc le prix est le minimum possible, et on en profite pour corriger les petites imprécisions, comme les pincettes crocodile qui sont beaucoup mieux, les couvercles, le couvrant, etc. Voilà, donc ça, c'est pas en ligne, mais ça le sera aujourd'hui. On va travailler avec André sur ça, et on va essayer de bien l'expliquer, envoyer des mails à tous les acheteurs pour bien les informer. Donc voilà, moi ça va être terminé, hein, puisque je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je vais devoir rentrer. Trouver une paire de ciseaux et revenir pour terminer mon installation. Donc là, je vais tout remballer. Je ne peux pas faire plus. Je vais juste aller jeter un coup d'œil à ma tente là-bas pour voir si elle n'a pas capturé un autre frelon depuis tout à l'heure. Bon, bah, je suis en train de me dire que ce rucher va devenir furtif très rapidement. Il y a des chances. Et oui, et j'avais raison. Mon intuition était juste. Depuis tout à l'heure, il y a un frelon qui est venu se faire capturer et il est encore dans le manchon. Donc je vais attendre un peu pour montrer comment il rentre dans le cône. C'est pas mal, hein. Il a attrapé une abeille. Il est dans le... Voilà. Donc là, il essaie à la fois de s'échapper, mais en gardant l'abeille. Le trou en dessous le cône est un peu petit, c'est pas super grave. J'hésite toujours entre faire un trou et une croix. Mon intuition, c'est qu'il faut faire une croix. C'est bien une croix parce que, petit détail de conception et de construction, si jamais, quand ça sera rempli de frelons et qu'il vole dans tous les sens, si un frelon redescend dans le cône, eh ben, il sera bloqué par la croix, hein, et c'est très très difficile de traverser les deux, c'est quasiment impossible. Allez, j'attends un peu de le voir. C'était la vidéo que j'étais en train de faire hier quand j'ai manqué de batterie sur le téléphone. Du coup, bah, c'est dommage parce que hier, dans la foulée, il y avait 4 frelons qui se sont fait capturer, c'était spectaculaire. Là, on voit des abeilles qui traversent le toit. Bon, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout par rapport à hier quand j'ai installé. Allez, cette fois j'attends, je suis patient. Je vais filmer le passage dans le cône. Ah, je verrai bien. Je sais pas quel est le meilleur angle. Ouais, sûrement par là. Autre question, où est-ce qu'il faut mettre le cône? Est-ce qu'il faut le mettre au fond de la bouteille le plus loin possible du clapet? Bah, c'est pareil, une bonne idée à tester, hein. Ou est-ce qu'il faut le mettre totalement au milieu? La boîte? Je ne sais pas. Je ne sais pas même si ça a la moindre importance. Et voilà. Et super, merci Frelon pour la vidéo. Et on voit que quand il est dans le cône, il monte et c'est très rapide le passage dans la boîte de capture définitive. Et oui, tu tournes, mais là c'est vers le haut qu'il faut aller. Comme il a l'abeille, il est plus lent. S'il n'avait pas l'abeille, il aurait tout de suite volé et il serait rentré direct. Mais il va pas tarder beaucoup là, ici. Voilà, quand il retombe sur le croix, il ne peut pas tomber en fait. Il ne peut pas traverser. Donc la croix avec le grillage repoussé, c'est une très très bonne idée. Parfois il met le temps, mais c'est inéluctable. Il se retrouve dans la boîte de capture. Voilà, terminé pour ce frelon. Là, c'est super. Bon, j'ai pas montré le frelon rentrant dans la tente parce que je suis arrivé trop tard. Mais là, on a le cycle, le chemin de capture là est très clair, hein, dans le manchon. Et ensuite, après un certain temps, bah, il trouve le cône et il rentre. Et voilà, un frelon de plus captif. Génial. Ah, super. J'aime bien ça. Cette vidéo de ce matin me plaît bien. Elle est plutôt réussie. Là, on voit le clapet. On voit qu'il faut laisser un petit centimètre ou un petit demi-centimètre pour que les abeilles puissent sortir. Super.
Voilà, frelon capturé. Je crois que je vais pouvoir terminer cette vidéo, rentrer, récupérer André. On a une quinzaine de commandes en retard parce qu'on s'est un petit peu disputé là ces jours-ci sur... il attaque, hein. André il rigole pas, hein. Il a que 15 ans mais il lâche rien. Quand il a une idée, franchement c'est dur. On n'était pas trop d'accord sur la façon de faire évoluer la tente et surtout de gérer la transition entre deux modèles, deux semi-modèles. Et il lâchait rien. Pour lui, l'idée de changer le prix de la tente, c'était inacceptable. Pourtant, on ajoutait une boîte de capture quand même. Donc j'ai eu beaucoup de mal et à force de négociations, on a fini par trouver un terrain d'entente. Je crois même qu'il a cédé quelque chose. Donc ce qui serait pas plus mal qu'il apprenne un peu à faire des concessions. Bon, bavardage. Mais j'ai pas fait mon jogging, il est 11h30, ça va bientôt être impossible. Donc là je vais rentrer, récupérer une paire de ciseaux, revenir à toute vitesse pour terminer l'installation de ma tente. Fin de la vidéo.